Hey, c'est super, Marie-Antique! Tu t'en viens faire du lavage? Ben, bonjour, ma belle Jeanne Bilodeau. Ben oui, je m'en viens laver mon linge sale, mes mouchoirs, mes cornettes, mes foulards de cou qui sont accumulés pendant l'hiver, dans le grenier, oui. Faut pas gaspiller une belle journée de même, il fait si beau. Ben non, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, j'ai ouï dire que monsieur le gouverneur Frontenac, en Nouvelle-France, il permettrait la vente d'eau de vie. Qui veut même à cette heure que la traite avec les sauvages se fasse surtout de cette manière. Il dit que c'est nécessaire. T'es en retard des nouvelles, ma pauvre Anne-Marie. Ça fait depuis belle lurette que le gouverneur. Il fait à sa tête, malgré tous les efforts de l'évêque de Québec, Monseigneur de Laval. En 1660, l'évêque avait décrété l'excommunication ipso facto contre quiconque trafiquait de l'eau de vie aux Indiens. Il a cherché à tout faire pour arrêter que la boisson n'empoisonne le bonne mœurs. C'est un péché mortel, qu'il disait, que de trafiquer de l'eau de vie avec les sauvages. Il fallait que l'Église s'en mêle. Le missionnaire jésuite, il refusait de laisser ses colons commercer sans aucune impunité. La boisson les amène à tomber dans la pire débauche, puis des crimes atroces ont été commis quand ils buvaient de l'eau de vie dans le village. On raconterait même que monsieur le gouverneur Frontenac encouragerait des échanges malhonnêtes de pétri contre l'eau de vie. Plus que les sauvages boivent, plus qu'ils perdent la tête. Puis plus qu'ils perdent la tête, plus que le gouverneur y remplit ses navires pour la France à peu de frais. Oui, c'est ce qu'on raconte. Monsieur le gouverneur Frontenac accusait l'évêque d'intervenir dans ses affaires civiles. Il n'aimait pas ça. Il accusait aussi les jésuites de vouloir s'accaparer de la traite pour remplir leur propre coffre. On aura tout vu. Hey, cette chicane entre Monseigneur de Laval puis le gouverneur Frontenac, ça a même traîné devant notre roi Soleil, Louis XIV, afin qu'il puisse trouver un compromis. L'année passée, le roi il aurait écrit à Messire le gouverneur que la colonie risquerait d'être complètement détruite, à moins que vous ne réformiez votre conduite et vos principes. Ben, il faudrait qu'il trouve un moyen de moyenner autant avec le clergé, puis avec les colons, puis les sauvages. Encore l'autre jour, là, on me racontait comment c'était avant que les troupes françaises y débarquent. Certaines nations sauvages semaient la terreur en faisant des prisonniers, en pillant les bourgs, en incendiant une habitation, tuant des colons. J'en tremble. Bien que t'entends parler, là, j'en tremble. Oh, il fallait que ça recommence. Tu te souviens, il y avait un chef agné, bâtard flamand. Oui, Jean Smith, de son vrai nom, le fils d'un colon hollandais puis d'une mère Annie. Il avait attaqué les colons de Trois-Rivières en 1550 avec son groupe, puis les nations ottaouaises et huronnes près du Lonceau. Toujours sur le sentier de la guerre, il venait à Québec pour échanger des prisonniers. Oui, puis c'est Messire de Sorel, le capitaine, avec 300 hommes en 1666, qui est allé venger la mort de ces deux officiers de son régiment de Carignan-Salgueur. Les soldats français ont brûlé des villages iroquois en entier. Leurs réserves de nourriture se sont toutes envolées dans les flammes. C'est certain qu'eux autres aussi ils ont eu la peur de leur vie en entendant le tambour annoncer l'attaque. C'est par cette violence que les Amis puis les autres nations de la Confédération iroquoise ont fini par implorer notre gouverneur pour rétablir la paix. La haine qu'engendre la guerre, ça me déchire le cœur. C'est partout pareil. J'ai connu ça moi aussi en France quand j'étais petite. Donc, je suis pas sûre que l'eau de vie, en échange de tout l'ouvrage fait par les sauvages, va amener la paix. Ni qu'elle va pouvoir être capable de tous les acheter sur notre bord. C'est de la dur ouvrage qu'ils font. Fabriquer des pièges, Fabriquer des armes, installer des pièges, chasser une bête à la fois, la dépecer, préparer les pots, les faire sécher, puis ramener ça jusqu'ici par canot,
qui déborde de paquets de peau, de chevelure, Puis d'or. de castor, surtout. Ils rament longtemps pour venir échanger ça contre des pacotilles puis de l'eau de vie. Parle-moi-en de l'eau de vie. Moi, quand mon Hubert est mort, puis que je me suis retrouvée toute seule avec 3 jeunes enfants de 6 ans, 3 ans puis 3 mois, il a fallu que je fasse ma vie, puis vite. Si je voulais pas passer l'hiver toute seule, ben Gabriel Cardinal est entré dans ma vie. Gabriel, ben, c'était un pauvre journalier, puis le travail se faisait rare. Les dettes s'accumulaient. On a commencé à vendre l'eau de vie dans notre maison. Mais, une bonne fois, je vais te raconter tous les problèmes que cette maudite eau de vie elle nous a apportés. J'avais pas le choix. Fallait bien que je fasse vivre ma famille. Je te comprends. Dans mon patelin d'autrefois, à l'autre côté de l'océan, là, mon mari, Jacques Beaubiche, puis moi, on vivait du mieux qu'on pouvait à Sainte-Madeleine-de-la-Jarry. On a connu la fameuse guerre entre les protestants puis les catholiques. On a connu les disettes. Quand la maladie a frappé mon beau Jacques à son tour, je me suis retrouvée veuve. Les créditeurs, ils ont tout pris, là, j'ai tout perdu. Mais la Providence a répondu à mes prières. Ouais, une bénédiction du ciel quand mon cher curé m'a parlé de m'embarquer en 1665 pour venir en Amérique. Le bon roi allait me payer ma traversée, puis me donner une dot de 50 livres, puis pour me remarier, puis refaire ma vie. Ben moi, en plus de la dot, ben moi, j'apportais des biens estimés à 300 livres. Fait que moi, quand je suis arrivée, c'est tout ce que je possédais, puis le linge que j'ai sur le dos. Ah, je m'en souviens bien. Quand je pense à ma fille qui a déjà 12 ans, ma belle Marie-Jeanne, qui porte mon nom, ah, je prie pour elle, pour qu'elle connaisse pas toutes les grosses misères noires que j'ai connues. Ah, c'est donc bien vrai. Je t'ai pas dit ça. Ses fiançailles viennent de passer avec Jean Pépin. Ben oui, déjà ma fille qui va partir de la maison. Ah, ça pousse vite la mauvaise herbe. Mon tour va venir, les miens sont encore jeunes. On veut tellement que Marie-Jeanne se trouve un bon parti. C'est Pépin lui-même qui a demandé à mon petit Marie-Pierre pour la main de notre fille. Pierre, ben, tu le connais. Il a sauté sur l'occasion. Il était justement à Trois-Rivières en train de boire un coup à son tour, puis quand Pépin l'a apostrophé, mon petit mari s'est même pas badré de nous en parler. Le cœur connaît ses raisons. Tu te souviens quand nous sommes débarqués des navires à Québec? Notre mission de fonder des familles? Ça me tracassait. Il y avait tellement de prétendants. Les bonnes sœurs de Québec, ils nous expliquaient comment choisir. Oui, ma fille de 12 ans, elle n'aura pas eu cette même chance. Fais-toi-en pas. Comme nous disait la révérende sœur Marguerite Bourgeois, il faut faire notre devoir. À Ville-Marie, elle avait eu pitié des pauvres filles à marier, arrivées de Paris, qui arrivaient sur les terres en friche. Elle n'était guère équipée pour passer l'hiver, ces pauvres filles. Fais-toi-en pas, Jeanne. Ta fille, elle sera prête pour tenir maison. J'espère que je m'en fais pour rien. Il me semble que Pierre, il aurait pu attendre un peu de la marier. Il y en aurait eu d'autres prétendants. Bien que les plus jeunes filles qui débarquaient à Québec se mariaient dans les mois qui suivaient leur arrivée au port en 1665. En 1665, quand je suis arrivée, moi, j'ai pris mon temps pour épouser Pierre Couillard au bourg des Trois-Rivières. Ça s'est passé l'hiver après mon arrivée. Comme toutes les autres de ce bourg, qui étaient impliqués dans le commerce des fourrures, puis la traite, la boisson, il n'y avait pas grand-femme française pour les engager, puis les commerçants de la place. Les sauvagesses, il y en avait qui, à chaque printemps, ils remontaient à la rivière avec d'autres membres de leur famille pour venir faire des échanges pour des perles, des étoffes, des miroirs, des marmites de cuivre. Certaines familles avaient même élu résidence dans les parages. En 1665, quand les soldats des troupes du régiment Carignan-Salière ils ont aussi débarqué à Québec, ben, c'est le pauvre monde partout dans le pays qu'il a fallu les héberger. C'est très bien que des soldats, c'est pas juste sa famille, ça a tout le temps soif. Ben, si on arrive à rejoindre les deux bouts, là,
C'est bien grâce à leur visite au cabaret. Hmm. On compte sur eux. C'est des clients fidèles, oui. Je suis bien d'accord, les soldats, ça a tout le temps soif. Ouais. Soldats ou engagés, il fallait pour eux terminer le contrat avant de penser à s'établir. Comme tu sais, une fois que les engagés finissaient le contrat, ils s'en retournaient en France. Il n'y en avait pas bien qui s'amourachaient des femmes du pays. Pas assez, en tout cas, pour les garder ici dans la colonie pour peupler les bourgades. Tu vois, mon Pierre, il est arrivé comme engagé en Nouvelle-France. Me semble en 1658. Il était fermier pour le sœur Leneuf Lavalière quand j'ai débarqué au bourg des Trois-Rivières. J'y ai fait des beaux yeux. Puis ça a l'air que c'est de même qu'il a décidé de s'établir au Canada. Les premiers temps, on restait dans le bourg en sécurité derrière la palissade. C'est là que mon premier est né. Il porte le nom de son parrain, René Gauthier, le lieutenant du régiment de Carignan qui était hébergé chez nous. Mon beau René, ça fait longtemps qu'il a dépassé son père, mais il m'inquiète. C'est un autre, ça, qui crache pas dans la bouteille. Prends les mauvais plis. Ah, je me morfondrais si c'était à lui un jour qui se ferait arrêter pour la vente illégale d'eau de vie, comme le bonhomme Daniel Viol pendu à Québec, pour avoir prêté de l'eau de vie aux sauvages. Puis l'arquebusier, Pierre Aigron dit Lamotte, tant qu'à lui était épargné, mais il a été excommunié parce qu'il s'était repenti. La justice est sévère quand elle frappe. C'est pas l'avenir que je veux pour mes fils. Vois-tu, quand nos enfants sont petits, on a hâte qu'ils grandissent. Puis quand ils sont grands, on voudrait donc qu'ils ratissent. T'as bien raison. Je me souviens quand il y avait beaucoup de misère en France. Mais là, quand je vois cette maudite boisson empoisonner les âmes des gens autour de moi, j'exaspère de voir à nouveau la misère dans cette nouvelle colonie qui est devenue chez nous. T'as bien raison. On a travaillé fort à bâtir ce nouveau pays. Il a fallu défricher, piocher, ramasser des roches pour faire notre potager. On a planté nos semences parmi les souches pour se bâtir un havre de paix, béni par le bon Dieu. Des bonnes femmes comme nous, ça fait sa part pour coloniser ce pays. C'est donc de valeur qu'on est encore témoin de mille et une misères, quand certains petits bonjours qui ont le front tout le tour de la tête, ils viennent en imposer aux autres colons puis aux sauvages. C'est à se demander si c'est vraiment nécessaire d'écraser les autres pour avoir à faire sa place. Oh, pour te remonter le taquet, je devrais bien te parler de ma voisine, mais ce sera pour une autre fois. Je vois l'orage là qui monte, là. Je suis mieux d'aller rentrer mon linge. À revoyure! À revoyure!